Le cycle de vie des mèmes. Par Henri Bjarnezoukan, Bjarne Gero Barenovic et Anders Sandberg. Résumé. Les mèmes, structures d'information mentale autoreproductibles analogues aux gènes en biologie, peuvent être considérés comme la base d'un modèle explicatif du comportement culturel et psychologique. Leurs propriétés et leurs effets sont conditionnés par l'évolution et cherchent en fin de compte à favoriser leur réplication. Pour survivre dans un contexte, les mèmes doivent remplir certaines conditions. Nous abstrayons un modèle de ces conditions et l'utilisons pour analyser 3 mèmes bien connus, le graffiti Kilroy, les légendes urbaines et le christianisme. Table des matières résumée 1. Qu'est-ce qu'un mème? 1.1 Définition des mèmes. Point 2. Les enjeux de la mémétique. 2. Le cycle de vie des mèmes. 2.1 Phase de transmission. Point 2. Décodage. Point 3. Phase d'infection. Point 4. Codage et propagation. Point 5. Résumé du modèle. 3. 3 exemples éclairants. 3.1 Le mème Kilroy. Point 2. Les légendes urbaines. 3. Le christianisme. 1. Qu'est-ce qu'un mème? Les mèmes ont été décrits à l'origine par Richard Dawkins dans son livre The Self-Vision, 1976. Une unité de transmission culturelle, ou une unité d'imitation. Les exemples de mèmes sont des airs, des idées, des phrases d'accroche, des modes vestimentaires, des façons de faire des pots ou de construire des arches. Tout comme les gènes se propagent dans le patrimoine génétique par un processus qui, au sens large, peut être appelé imitation. Si un scientifique entend ou lit une bonne idée, il la transmet à ses collègues et à ses étudiants. Il la mentionne dans ses articles et ses conférences. Si l'idée fait mouche, on peut dire qu'elle se propage, se répandant de cerveau en cerveau. Ce qui rend le concept de mème si puissant est son analogie étroite avec la théorie de la sélection naturelle. La sélection naturelle se produit lorsque les conditions suivantes sont réunies. Denney 1990. 1. Variation, une abondance continue de différents éléments. 2. Hérédité ou réplication. Les éléments ont la capacité de créer des copies ou des répliques d'eux-mêmes. 3. La fitness différentielle. Le nombre de copies d'un élément qui sont créées en un temps donné varie en fonction de l'interaction entre les caractéristiques de cet élément, ce qui le rend différent des autres éléments, et les caractéristiques de l'environnement dans lequel il persiste. Il s'agit d'une définition assez générale qui ne se limite pas à la biologie, et qui suggère que les mèmes sont soumis à la sélection naturelle. Ils varient, en raison de mutations dans la transmission ou le stockage mental, plus des changements délibérés, ils se répliquent, par définition, et ont une aptitude différente. Il en résulte des phénomènes de concurrence, de coévolution, de dynamique des populations et d'adaptation étonnamment similaires à leurs homologues biologiques. L'ensemble des mèmes partagés forme le mémopool, par analogie avec le génopool. Il convient de noter que les décisions humaines font partie du processus de sélection mémétique. Du point de vue de l'écologie mémétique, les humains et le comportement humain correspondent à l'environnement climatique et géologique de la vie biologique. Dans la perspective des mèmes, il est plus exact de dire que le message a évolué vers sa forme afin d'encourager les gens à le diffuser que de dire que les gens ont sélectionné ou élevé le message vers sa forme. Bien que les gens prennent souvent la décision de diffuser un mème ou non de manière consciente, ce processus est influencé par le mème. Certains mèmes sont considérés comme importants, et donc diffusés à d'autres après une évaluation consciente et parfois rationnelle. Certains mèmes exploitent des aspects de la cognition ou des émotions pour inciter leurs hôtes à les diffuser. La sélection naturelle favorise les mèmes qui se reproduisent bien, ce qui suggère qu'à terme, il existera de nombreux mèmes qui seront des réplicateurs très efficaces. Leur précision n'a aucune importance pour leur survie. Seul compte leur capacité à se répliquer et à trouver de nouveaux hôtes. Les mèmes qui intéressent les gens et les incitent à les diffuser prospéreront au détriment des versions moins attrayantes. Ce qui rend la perspective des mèmes si intéressante, c'est qu'elle suggère qu'une partie de ce que nous avons appris de la biologie peut être appliquée à la psychologie humaine. D'aucuns soulignent qu'un trait culturel peut avoir évolué de la manière dont il l'a fait simplement parce qu'il est avantageux pour lui-même. Gross, 1996, dit le principal changement de mentalité à opérer consiste à examiner la propagation de la légende non pas tant du point de vue des personnes qui propagent l'avertissement, mais du point de vue de l'avertissement lui-même. Dans la mémétique, les idées sont considérées comme des créatures presque indépendantes entretenant une relation symbiotique avec les esprits et les cultures humaines. 1.1 Définition des mèmes. Le concept de mème est quelque peu difficile à définir, et il existe une multitude de définitions allant du plus large au plus étroit. La définition du mème que nous utiliserons dans cet essai est la suivante. Un mème est une structure d'information cognitive,
capables de se répliquer en utilisant des hôtes humains et d'influencer leur comportement pour favoriser la réplication. Il s'agit d'une définition quelque peu stricte, car elle exclut de nombreuses structures capables de se répliquer sans influencer le comportement de l'hôte ou en utilisant des hôtes non humains tels que les chimpanzés, les dauphins et les ordinateurs. Elle peut être considérée comme un sous-ensemble des mèmes plus généraux décrits par d'aucuns. Les mèmes n'influencent pas seulement le comportement pour favoriser leur reproduction, mais beaucoup des mèmes les plus réussis ont d'autres effets secondaires. Par exemple, la capacité d'invoquer diverses émotions, ou favorisent leur reproduction en étant utiles ou par d'autres caractéristiques, comme le fait de parasiter d'autres mèmes, par exemple les parodies et les imitations, en utilisant une analogie biologique. On pourrait dire que les mèmes symbiotiques se propagent principalement grâce à leur utilité, tandis que les mèmes parasites obligent l'hôte à les propager. Cette contrainte peut être plus ou moins subtile, allant d'ordre explicite comme dans les chaînes de lettres envoyer 10 copies de cette lettre à vos amis, à des influences implicites liées à nos attitudes comme le mème sauver les baleines décrit dans Hofstadter 1985. Page 55. Il est assez fréquent que les mèmes soient confondus avec les idées /pensées. Les deux sont des structures cognitives, mais une idée n'est pas auto-reproductible et se propage passivement, c'est-à-dire pour des raisons extrinsèques, si tant est qu'elle se propage au-delà de son hôte initial. La différence est parfois floue. L'idée n'est-ce pas l'heure de manger peut facilement se répandre dans un petit groupe, mais ne se répandra pas bien en dehors du groupe et disparaîtra une fois la question réglée. Alors qu'un mème peut généralement se répandre et n'a pas de durée de vie limitée. Il convient également de noter que les mèmes forment souvent des complexes de mèmes, des groupes de mèmes qui se soutiennent mutuellement et se reproduisent ensemble. La ligne de démarcation entre un mème et un complexe de mèmes est encore une fois diffuse. Dans ce texte, nous ne tenterons pas de faire la distinction entre les deux. 1.2. Les enjeux de la mémétique. 1.2.1. Le mème, l'analogie avec le gène. Cette analogie a fait couler beaucoup d'encre depuis qu'elle a été introduite par d'aucuns dans son ouvrage The Self-Vision. Lorsque d'aucuns a introduit cette analogie, c'était pour nous donner une comparaison significative à la lumière de laquelle nous pourrions mieux comprendre le concept des mèmes. Cela a été fait pour aider notre phase initiale de compréhension. Malheureusement, de nombreux méméticiens n'ont pas quitté ce domaine. De nombreux auteurs ont examiné la comparaison avec le gène pour voir si elle est vraiment analogue ou non, par exemple en Sispel, 1996. Bien que cette lecture soit intéressante, nous pensons qu'elle est un peu hors sujet. L'importance des mèmes ne réside pas dans le fait qu'ils soient des copies mentales des gènes et qu'ils obéissent ou non aux mêmes lois que les gènes, mais plutôt dans la manière dont ils fonctionnent et ce dont ils sont capables, et ne sont pas capables. Nous ne pensons pas que l'on puisse en avoir une compréhension complète uniquement en les comparant à d'autres choses. Il faut étudier l'idée des mèmes en soi. C'est pourquoi nous avons choisi de faire une étude détaillée de ce que nous pouvons appeler le cycle de vie mémétique, pour essayer de découvrir son fonctionnement interne. Notre objectif est de trouver un modèle qui, qu'il soit ou non analogue au cycle de vie génétique, soit solide et soutenu par des études sur les mèmes existants. 1.2.2. Définition. Dans le domaine de la mémétique, il existe plusieurs définitions différentes des termes hôtes, vecteurs et mèmes, et l'on a tendance à les élargir au point de les rendre dénués de sens. Nous voulons des définitions opérationnelles qui soient utilisables tout en restant distinctes. C'est pourquoi, dans cet article, nous allons utiliser les mots hôte et vecteur comme tels. Le terme mème a déjà été défini plus haut. Hôte égale un hôte doit être capable de posséder au moins la capacité potentielle d'élaborer sur le mème et d'exécuter les tâches cognitives liées au mème que nous appelons normalement compréhension. Cela signifie que seuls les humains peuvent être des hôtes. Les animaux peuvent peut-être devenir des hôtes pour des mèmes plus simples, mais nous n'en parlerons pas ici, du moins jusqu'à ce que le développement des intelligences artificielles aille plus loin. Vecteur égale un vecteur est tout ce qui transporte le mème entre les hôtes sans la capacité de réfléchir sur le mème. Par exemple, un mur, une voix, un programme de courrier électronique ou une image. Un humain peut-il être un vecteur? Oui, s'il n'a pas la capacité cognitive, ou l'intérêt, d'élaborer sur un mème spécifique. Il n'est alors qu'un porteur non réfléchi du mème, un peu comme un livre. Notez cependant que le vecteur humain reste un hôte potentiel, ou inactif. Grand, 1990, moins pour le mème, s'il choisit soudainement d'analyser le mème, dans son sens le plus large, ou d'atteindre la compréhension contextuelle qui le rendrait possible. 1.2.3. Le mème conscient. Il convient de noter que, bien que la terminologie utilisée en génétique et en mémétique semble parfois indiquer que les gènes et les mèmes agissent selon leur propre volonté consciente, ce n'est évidemment pas le cas. Les gènes et les mèmes ne sont pas conscients, et ils n'ont pas de volonté en tant que telle sur laquelle agir.
mais il est pratique et économique de parler comme s'ils en avaient une, puisque leur comportement suit de tels schémas. Cette façon de parler peut être considérée comme un raccourci paresseux. Un même veut X signifie l'aptitude d'un mème est améliorée par X. 2. Le cycle de vie des mèmes. Les mèmes ont un cycle de vie similaire à celui des parasites. Fig. Pendant la phase de transmission du mème, celui-ci est codé dans un vecteur, tel qu'un message parlé, un texte, une image, un courriel, un comportement observé ou une dalle de pierre. Lorsqu'un hôte potentiel décode le mème, lit le texte, entend le message, le mème peut devenir actif et infecter la personne, qui devient un nouvel hôte. Phase d'infection. À un moment donné, le mème est codé dans un vecteur approprié, pas nécessairement le même support que celui à partir duquel il a été décodé à l'origine, et peut être diffusé pour infecter de nouveaux hôtes. Cette division du cycle de vie permet de discuter plus facilement des critères de sélection des mèmes, comme la liste proposée par Eligen, 1994. Contribution à l'aptitude individuelle. Comment le mème améliore l'aptitude de son hôte. Fiabilité des prédictions. Capacité d'apprentissage. Facilité de communication. Tendance à la transmission. Pression de conformité. Égoïsme du mème. Comment le mème interagit avec d'autres mèmes dans l'hôte. L'aptitude collective. Comment le mème améliore l'aptitude du groupe ou du système social de ses hôtes. Ou d'autres divisions plus élaborées telles que Alevent 1995. Dans la suite de cet article, nous examinerons les facteurs intrinsèques du mème qui contribuent à son aptitude, ainsi que les facteurs externes qui s'y associent. Nous examinerons les facteurs qui aident ou entravent un mème dans chacune des phases de son cycle de vie, comme le montre la figure 1. Ces facteurs seront résumés ci-dessous dans une version étendue du modèle. Figure 2. Un mème réussi sera capable d'exploiter ces facteurs dans son environnement, tandis que les mèmes qui ne peuvent pas les exploiter correctement seront dépassés et finiront par s'éteindre. Si une phase constitue un obstacle insurmontable pour le mème, celui-ci sera incapable de se reproduire et de survivre. Cela nous permet de faire des estimations de la viabilité des mèmes. 2.1. Phase de transmission. Dans la phase de transmission, le mème est codé dans un vecteur, une sorte de support d'information. Le choix du support utilisé dépend fortement du mème, à la fois de la manière dont il peut être exprimé, influencé par sa complexité, le besoin de fidélité à la copie et les exigences de sa forme sémantique, et de la manière dont il veut être exprimé. Souvent, le support est fortement lié au mème ou à une partie de celui-ci, comme dans le cas du mème Kilroy War, où une partie du mème est le graffiti lui-même, suggérant la possibilité de le gribouiller sur une surface appropriée. Le support est le message, selon l'expression de Marshall McLuhan. Les mèmes sont capables de passer d'un média à l'autre, avec parfois un effet de mutation sur le mème, comme les différences majeures entre le bossu de Notre-Dame de Victor Hugo et la même histoire racontée par Dean. Il est intéressant de voir comment les mèmes et les médias ont coévolué. De nombreux médias ont été développés comme des vecteurs mémétiques, capables de coder des mèmes indéfiniment et avec un haut degré d'exactitude, tandis que les mèmes ont évolué pour les utiliser et exploiter leurs particularités. D'aucuns, 1976, suggère 3 qualités d'un mème qui lui confèrent une grande valeur de survie: la longévité, la fécondité et la fidélité de copie. La longévité et la fidélité de copie sont plus significatives dans la phase de transmission, bien que la longévité puisse également être considérée comme la capacité du mème à rester longtemps en mémoire, et sont fortement liées aux propriétés du support. Eligen, 1994, souligne également que la facilité de communication augmente l'aptitude mémétique, soit en créant un comportement saillant facile à imiter, soit en pouvant être exprimé clairement. 2.1.1 Capacité de reproduction. Plus il y a de copies de lui-même qu'un mème peut encoder dans des vecteurs, plus son aptitude est élevée. Par définition, cela implique que les mèmes prospèrent dans les médias où il est facile de faire de nombreuses copies et de les distribuer largement. D'un point de vue mémétique, le support idéal est un support de diffusion où de nombreuses copies peuvent être faites à moindre coût. S'il s'agit d'un média à un à plusieurs, comme la radio, les mèmes du diffuseur se répandront avec peu de rétroaction. Cela favorise une écologie mémétique moins diversifiée qu'un réseau plusieurs à plusieurs, mais promeut aussi plus fortement les mèmes de l'expéditeur. Dans un média magnéto-magnétique tel qu'Internet, les sources de mèmes sont multiples et la diversité mémétique est élevée. 2 exemples typiques de l'influence de la capacité de reproduction sont le Xerox lore. Il n'est pas nécessaire d'être fou pour travailler ici, mais cela aide.
que l'on trouve dans presque tous les bureaux modernes grâce aux photocopieuses, et les spams Internet faites de l'argent rapidement, qui prospèrent dans l'environnement de diffusion d'Internet. Aucun de ces mèmes ne serait possible sans la facilité de copie. 2.1.2 Fidélité de la copie. Si la mutation conduit à l'évolution, elle risque aussi de détruire ou de dégrader le mème. Tout comme dans les organismes biologiques, un équilibre doit exister entre l'évolutivité et la fidélité de la copie. Kelly 1994, page 537. De nombreux mèmes ont des propriétés qui améliorent leur fidélité de copie, souvent en rendant les erreurs d'encodage perceptibles. Notez l'analogie avec les codes de détection et de correction d'erreurs qu'on fait. 2.1.2.a Politique de non-altération. Certains mèmes interdisent explicitement toute altération d'eux-mêmes, comme les instructions données dans les chaînes de lettres, les avis de droit d'auteur des informations du domaine public. Seule la copie non altérée est autorisée, et de nombreuses formules sacrées, qui préviennent des conséquences terribles en cas d'altération. Ils augmentent leur fidélité à la copie en incitant l'hôte à prendre soin de bien les coder. 2.1.2.b Structure. La cohésion peut également améliorer la fidélité de la copie en introduisant des modèles qui soutiennent le processus de copie et de transmission. La poésie devient stable en utilisant la rime et le mètre, puisque les mutations créent des erreurs évidentes qui peuvent être corrigées. De nombreux mèmes contiennent des caractéristiques remarquables telles que l'humour, des symboles connus ou la répétition, qu'on fait l'utilisation courante de groupes de 3 dans les mythes. Incidemment, ces propriétés facilitent également l'encodage et la récupération de la mémoire. 2.1.2.c Simplicité. La simplicité est un autre moyen d'obtenir une grande fidélité de copie et un faible taux de mutation. Un mème court est moins susceptible d'être modifié, et peut même être caisse en tête. Toute modification le rend manifestement inutilisable pour le codeur, et empêche ainsi la mutation. Les mèmes plus longs ou plus grands ne peuvent survivre que sur des supports présentant une fidélité de copie élevée et des coûts de copie faibles. 2.1.2.d Répétition. Une quatrième façon d'obtenir un faible taux de mutation sous forme de vecteur consiste à s'efforcer de faire comprendre le mème aux autres potentiels, et non à assurer une fidélité de copie parfaite, ce qui peut être impossible dans certains médias, comme la parole. Par une exposition répétée, un hôte potentiel ne recréera pas seulement le mème à partir d'encodages éventuellement déformés, mais sera également plus susceptible d'être infecté. Cette stratégie est particulièrement utile pour les complexes de mèmes, les mèmes de grande taille et les mèmes très abstraits, car ils peuvent, et doivent souvent, être transmis de manière fragmentaire. 2.1.3 Survie. Le mème doit être capable de survivre dans le support, et le support lui-même doit survivre. Les mèmes qui peuvent être encodés dans des vecteurs durables tels que les livres, le grand art ou les grands mythes peuvent se propager presque sans changement pendant des millénaires, tandis que les mèmes encodés dans des vecteurs éphémères tels que la parole doivent se propager rapidement d'hôte en hôte et sont également plus susceptibles de muter en de nouvelles variantes. 2.1.4 Abstractibilité. Certains mèmes peuvent être encodés dans une grande variété de vecteurs, tandis que d'autres sont fixés sur un seul support. Les exemples classiques sont les histoires drôles, qui peuvent être parlées, jouées, écrites ou dessinées, et les graffitis, qui sont leurs propres vecteurs. Un mème qui peut passer d'un support à l'autre peut se répandre plus facilement et se transformer en forme plus apte à infecter de nouveaux hôtes, mais il est bien sûr plus sensible aux mutations. Une stratégie qui fonctionne bien avec une abstractivité élevée est la stratégie de compréhension et d'exposition répétée, car elle diminue le taux de mutation et repose en partie sur l'abstractivité du mème. 2.1.5 Décodabilité. Enfin, un mème doit s'assurer que son vecteur est possible à décoder pour les nouveaux hôtes potentiels. La plupart des supports artificiels utilisés pour le stockage de l'information et des mèmes sont censés être faciles à décoder. D'aucuns diraient qu'il y a ici un effet de sélection mémétique. Les mèmes de création de supports à faible décodabilité ne seraient pas répliqués autant que les mèmes de création de supports à haute décodabilité, qui auraient tendance à dominer. Mais de nombreux supports naturels tels que le comportement ne sont pas nécessairement faciles à décoder. Le comportement observé peut être considéré comme un moyen de transmission de mèmes. Il s'agit essentiellement de la théorie de l'apprentissage social. Bandura 1977, reformulé dans un cadre mémétique. De nombreux comportements, par exemple, des gestes tels que les applaudissements, sont appris de cette manière, sans explication verbale, même à un âge précoce, et renforcés par un retour positif. Un exemple classique de transmission de comportement, bien qu'un peu en dehors de notre définition stricte des mèmes, est la propagation du lavage des aliments observé chez les singes japonais. En 1952,
des chercheurs ont donné des patates douces à des singes de l'île de Koshima. Les patates ont été laissées sur la plage, et si les singes ont apprécié la nourriture, ils n'ont pas aimé le sable. Une singe, Ima, âgée de 18 mois, a découvert qu'elle pouvait se débarrasser du sable en lavant les patates dans un ruisseau ou dans la mer. D'autres singes ont observé son comportement et l'ont répété lorsqu'ils ont constaté qu'il donnait des résultats positifs, jusqu'à ce que, après quelques années, pratiquement tous les singes, à l'exception du plus vieux, lavent leur nourriture. 2. Il convient de noter que certains même augmentent leur fitness en rendant leur décodage plus difficile. L'appartenance à un groupe exclusif augmente l'estime de soi. Les mêmes qui ne peuvent être décodés que par certains autres leur procureront donc un sentiment de supériorité, dont la force dépend de l'exclusivité du même et d'autres facteurs, et obtiendront ainsi un certain avantage infectieux. La popularité des langues secrètes chez les enfants et des ordres secrets dans les classes supérieures en est la preuve. Un mème difficile à décoder nécessite une plus grande activité mentale pour le décoder, ce qui rend l'infection plus probable si les aspects saillants du mème peuvent être raisonnablement sûrs d'être décodés dans le processus, et suggère, par dissonance cognitive, une valeur plus élevée du mème. Si le mème peut également être interprété de plusieurs façons ou de façon arbitraire, il est également plus probable que les autres potentiels se contentent des interprétations qui correspondent le mieux à leurs attitudes. Un exemple de ce type de mème est constitué par les écrits alchimiques, qui sont fortement enveloppés de symbolismes et d'énigmes. L'appât est la promesse d'un savoir puissant, qui n'a pas besoin d'être délivré si les énigmes sont suffisamment difficiles. Le mème lui-même est le langage symbolique de l'alchimie et la leçon qui conduit à la transmission et le sentiment auto-valorisant de répandre la sagesse ésotérique aux quelques personnes sélectionnées qui peuvent la comprendre. 2.2. Décodage. Le décodage est le moment où un hôte potentiel interprète et restructure le schéma d'information du mème dans le vecteur en percevant et en comprenant, et crée ainsi une copie mentale du mème. En d'autres termes, pour qu'un mème puisse infecter un hôte, il doit d'abord être perçu par l'hôte, puis décodé pour correspondre au schéma de l'hôte. La possibilité d'infection survient après le décodage. Nombre de ces processus de décodage sont automatiques et / ou subconscients. 2.2.1. Compréhension et intérêt. Si l'hôte est incapable de comprendre le mème ou même de le percevoir sous la forme sous laquelle il est transmis, le mème ne passera pas à la phase d'infection. Les mèmes qui, d'une manière ou d'une autre, favorisent leur perception, en étant codés dans un vecteur perceptible, en contenant un fort contenu émotionnel ou en suscitant autrement l'intérêt, auront une probabilité accrue d'infecter l'hôte. Dans ce cas, la compréhension ne se limite pas à la compréhension consciente, comme dans le cas de la copie d'une mode populaire, et il n'est pas toujours nécessaire que l'hôte acquiert une compréhension complète et correcte du mème, voir l'exemple de Killer s'il peut ensuite être entièrement décodé en utilisant la stratégie de répétition. 2.2.2. Pro et contre mèmes. Il est possible que l'hôte potentiel soit infecté par des mèmes dont la fonction est de contrecarrer ou d'aider le mème actuel. Ces mèmes sont souvent des parties symbiotiques de complexes de mèmes plus importants, dont la fonction est de se promouvoir indirectement par la promotion de son complexe de mèmes. Un exemple typique est celui des religions, qui encouragent la confiance dans les enseignements des autorités religieuses, pro-mèmes, et contiennent souvent des mèmes dénonçant les religions concurrentes comme des hérésies. Contre-mèmes. Les contre-mèmes agissent en amenant leurs hôtes à rejeter automatiquement les mèmes qui ne correspondent pas aux structures cognitives dominantes. Ils agissent souvent en créant une forte réaction émotionnelle ou en attribuant des traits négatifs aux mèmes, réaction réflexe. De la même manière, les pro-mèmes créent des attributions positives de certains mèmes et facilitent leur assimilation. 2.3. Phase d'infection. Après un décodage réussi, le mème devient partie intégrante des structures mentales de l'hôte, ce que l'on appelle l'infection. Une personne qui ne se souvient pas du tout d'un mème n'est pas infectée. Une personne qui se souvient d'un mème mais dont le comportement n'est pas affecté est donc devenue un vecteur humain. Une personne dont le comportement est affecté par un mème a été activement infectée et peut potentiellement le transmettre à d'autres hôtes. Les facteurs suivants influencent l'apparition ou non d'une infection active. 2.3.1. Capacité à s'adapter aux structures cognitives. Le mème doit s'intégrer dans les schémas actuels de l'hôte pour être sérieusement considéré. Un mème qui suppose l'existence de Dieu n'aura probablement pas de succès dans l'esprit d'un athée. Pour convaincre cette personne, il faudrait qu'un vaste ensemble de pro-mèmes réussisse à infecter l'athée, reconfigurant ainsi les structures cognitives de son hôte en celles d'une personne religieuse. 2.3.2. Menace à pas. La plupart des mèmes utilisent des menaces ou des tentations pour que l'hôte accepte le mème. Si le mème semble offrir un avantage par rapport au mème précédent, il peut les remplacer, mais il faut noter que les mèmes plus anciens peuvent avoir infiltré la structure de motivation de l'hôte,
le rendant de toute façon peu disposé à changer d'avis. Les menaces sont encore plus puissantes, puisque les risques potentiels sont évalués plus fortement que les gains potentiels. Kahneman et Tversky 1982, ce qui signifie qu'un même menaçant peut souvent supplanter un même tentant. Souvent, menace et appât sont combinés pour renforcer le même. De nombreuses religions utilisent ce procédé pour se propager, en promettant aux infidèles un au-delà brûlant, menaçant, et aux fidèles un au-delà duveteux et léger, tentant. 2.3.3 Stockage. Pour qu'un mème puisse être diffusé par un hôte pendant une longue période, il faut que l'hôte se souvienne du mème. Si un hôte est infecté et oublie ensuite le mème / ou cesse d'adopter le nouveau comportement avant que l'hôte n'ait propagé le mème, l'hôte n'a pas fait plus de bien au mème que s'il n'avait pas été infecté au départ. Ainsi, les mèmes réussis encouragent des changements permanents ou durables chez l'hôte. Notez qu'il n'est pas nécessaire que les hôtes se souviennent du mème lui-même, il suffit qu'ils modifient leur comportement de manière à favoriser la propagation du mème. Reconstruit. Cela peut se faire de plusieurs manières. 2.3.3.a Assimilation-adaptation. Si le mème peut être assimilé à des schémas existants, il sera soutenu par ceux-ci. Si le mème peut, d'une manière ou d'une autre, forcer une accommodation, il aura encore plus de chances de devenir une partie essentielle d'une structure mentale durable, ce qui lui donne également une excellente position pour agir en tant que contre-ou pro-mème. 2.3.3.b Élaboration. Un élément auquel l'hôte pense activement a moins de chances d'être oublié et est également plus susceptible d'influencer le comportement. Ainsi, les mèmes qui incitent à penser ou à fantasmer sur eux-mêmes ou sur des concepts connexes ont de meilleures chances de survie. Les rituels et les cérémonies sont souvent des rappels puissants du mème. 2.3.3.c Stockage externe. Comme la mémoire humaine a tendance à être plutôt incertaine, les aides-mémoire externes peuvent aussi grandement aider les mèmes, non seulement en tant que vecteur, mais aussi en tant que feedback de la mémoire. Si un hôte est infecté par un complexe de mèmes scientifique, il sera encouragé à lire des livres relatifs à ce complexe de mèmes. L'hôte est susceptible d'en apprendre de plus en plus sur les théories plutôt que d'en oublier des parties, et s'il oublie quelque chose de pertinent, il peut le rechercher à nouveau. Les livres peuvent servir de boucle de rétroaction de la mémoire et également agir comme des vecteurs pour d'autres parties du complexe de mèmes provoquant une infection supplémentaire. 2.3.4 Temps de stockage. Plus un mème infecte son hôte longtemps, plus il a de chances de se propager à d'autres hôtes potentiels, mais le risque de mutation est également accru. Certains mèmes ont une durée de vie limitée, déterminée par des facteurs extérieurs, comme les mèmes millénaires le monde sera détruit mardi, dont la qualité diminue considérablement après une date donnée, mais qui gagne en qualité avant cette date en étant actuel et urgent. Il existe des exemples de virus informatiques qui s'autodétruisent après un objectif prédéfini, comme faire X copie de lui-même ou résider pendant X jours dans l'ordinateur, d'aucuns 1993, qui sont étonnamment similaires aux instructions des lettres en chaîne après avoir fait les copies et les avoir envoyées. L'hôte n'a plus d'instructions pour diffuser le mème. 2.3.5 Survie. La survie du mème dépend de la capacité du mème à gérer ou à utiliser les problèmes suivants dans l'esprit de l'hôte. 2.3.5.a Les contre-mèmes externes. Une infection peut être soumise à des contre-mèmes, qui tentent de guérir l'infection après qu'elle soit devenue active, par opposition à un contre-mème qui lutte pour empêcher une infection dans la phase de décodage. Un contre-mème n'a pas besoin d'être spécifiquement dirigé contre son homologue, il doit seulement contrecarrer l'intention de son homologue. Pour survivre, un mème doit pouvoir résister à leurs attaques. De nombreux mèmes manifestement faux mais fermement convaincus peuvent être étonnamment tenaces face à des preuves contraires. Gross 1996. 2.3.5.b Immunité. Si un mème peut faire en sorte que l'hôte assimile ou accueille des contre-schémas pour se protéger, il est moins susceptible d'avoir à faire face à des contre-mèmes ou des concurrents extérieurs. Le complexe de mème de l'athéisme est susceptible de donner à son hôte une défense contre tout complexe de mème religieux. Cette défense est pratiquement une immunité puisqu'un athée convaincu n'envisagera même pas d'écouter un autre religieux avec une attitude ouverte. L'inverse semble également s'appliquer. 2.3.5.c Universalité. Si le mème est défini de manière suffisamment large, ou s'il s'agit d'un concept généralement accepté, il peut assimiler tous les autres mèmes car il est plus général et peut être utilisé comme un contexte pouvant expliquer toutes les fonctions nécessaires. De nombreuses religions prétendent expliquer la création du monde et d'autres phénomènes mieux que la science moderne. 2.4 Encodage et diffusion. Le mème doit se répliquer s'il veut réussir.
c'est-à-dire se propager et infecter d'autres hôtes. La quantité est importante pour certains mèmes afin de survivre, notamment les mèmes faibles qui n'occupent pas longtemps l'idéosphère, l'univers des idées. Une analogie de la biosphère, Monod 1970, de leur hôte car ils sont facilement oubliés. En réaction, ils tentent d'infecter le plus grand nombre d'hôtes en un minimum de temps. Les lettres en chaîne en sont un exemple typique. D'autres mèmes ont une zone d'hôtes plus ciblée. Les hôtes ciblés sont les seuls nécessaires à la survie du mème, mais ils sont en revanche cruciaux. Ce type de mème évolue souvent de manière à mieux survivre dans un seul hôte au fil du temps que le mème axé sur la qualité, car la propagation de ce second type de mème implique souvent un processus d'infection plus complexe et plus long comme dans la religion. 2.4.1 Crochet et motivation. Un animateur ne commence pas à diffuser un mème particulier tout seul. Il doit être motivé. Dans cette mesure, les mèmes ont un trait particulier, ou un co-mème, appelé crochet. L'accroche est ce qui encourage l'hôte à diffuser le mème. Une accroche courante repose sur l'altruisme des humains. Il fonctionne comme suit. D'après Hofstadter 1985. Page 55, Premise altruistique. Je, l'hôte, ne veux pas qu'il arrive du mal à mes amis. Memhoch. Quiconque ne croit pas en cette doctrine sera tourmenté dans l'au-delà. Conclusion. Puisque la doctrine est vraie, et puisque la prémisse est vraie, je vais m'assurer que mes amis commencent à croire en la doctrine. Un autre type d'accroche est bien sûr l'inverse. La menace dirigée vers l'hôte. Il s'agit d'un outil efficace non seulement pour la propagation, mais aussi pour minimiser la mutation. Vous serez tourmenté si vous lisez mal la doctrine, et pour garantir une place solide dans l'idéosphère de l'hôte vous serez tourmenté si vous perdez la foi. Naturellement, tous les crochets ne sont pas aussi élaborés que ceux mentionnés ci-dessus. Ces types se trouvent normalement dans les grands complexes de mèmes, mais les mèmes singuliers sont aussi équipés du co-memhoch. Prenez, par exemple, la blague. Pourquoi raconter une blague? Peut-être parce que vous voulez rendre les gens heureux, et / ou parce que vous voulez être apprécié ou populaire. L'accroche pour raconter, et diffuser, une blague serait alors quelque chose comme ceci. Memhoch. Si vous dites aux gens quelque chose de drôle, ils seront heureux et vous apprécieront. Espérons que cela suffise à vous motiver pour commencer à diffuser le mème. Une accroche ne doit évidemment pas aller à l'encontre du bon sens et, dans un complexe de mèmes, elle doit donner l'impression d'être une extension naturelle du complexe de mèmes. Il faut donc s'assurer que l'accroche est facilement, et de préférence automatiquement, activée. Une accroche compliquée qui demande beaucoup d'élaboration consciente pour être activée a condamné le mème en inhibant les possibilités de reproduction rapide. Notez que l'accroche de mème mentionnée ci-dessus n'est pas liée à une blague particulière. Elle est plutôt implicite dans la disposition de l'hôte envers les blagues en général. Alors que l'accroche pour, par exemple, une chaîne de lettres est explicite et vous dit quoi faire avec cette lettre particulière et cette lettre seulement. 2.4.2 Retour d'information. Un autre facteur déterminant du succès de la diffusion d'un mème particulier est le retour d'information. Il peut s'agir de réactions directes ou indirectes. Le feedback direct est la réponse immédiate que vous obtenez lorsque vous essayez de diffuser le mème. Le nouvel hôte a-t-il été infecté? A-t-il ri de votre blague? Le vecteur que vous avez choisi était-il un support satisfaisant? Le feedback indirect concerne des questions telles que la fréquence à laquelle vous reconnaissez le mème dans différents médias et le fait qu'il semble que beaucoup de personnes habitent le mème, et renforce ainsi votre propre croyance en lui. En d'autres termes, le feedback indirect est votre reconnaissance du mème qui se répand, indépendamment de votre propre participation au processus. Vous pouvez naturellement reconnaître certaines rétroactions indirectes comme étant en partie le résultat de votre propre reproduction du mème, mais uniquement dans le sens où la propagation de votre mème fait partie d'un plus grand complexe de propagation du mème. Si vos actions sont le producteur exclusif de la rétroaction, alors la rétroaction est toujours directe. La rétroaction positive renforce la croyance dans le mème et encourage sa propagation, alors que la rétroaction négative fonctionne dans le sens inverse. Une rétroaction négative suffisamment forte peut en fait tuer le mème dans l'hôte original, si le mème n'est pas équipé pour gérer une telle situation. Les mémiplexes qui réussissent sont bien préparés. Par exemple la défense religieuse. S'ils ne vous croient pas, ils travaillent pour le diable, et vous devriez éviter tout contact ultérieur. Mais pour les petits mèmes, le retour négatif s'avère souvent fatal. C'est ce qui se passe lorsque nous disons qu'une blague s'épuise. Nous commençons à recevoir un retour négatif parce que tout le monde est fatigué de la blague et finalement nous arrêtons de la raconter. 2.4.3 La survie à travers les vecteurs. Comme toujours,
il est important que le mème mute le moins possible. Mais la reproduction doit aussi être aussi facile que possible. Un vecteur optimal devrait satisfaire ces deux besoins. La Torah est un exemple de mutation minimale mais de taux de reproduction extrêmement faible. Les rabbins étaient obligés de copier l'original à la main, page par page, lettre par lettre. Si une lettre était erronée, ils devaient recommencer la page. Écho 1988, page 569. Gutenberg a changé tout cela, et aujourd'hui, le mot imprimé est l'un de nos vecteurs les plus courants. Un autre élément qui augmente les possibilités du mème est le fait qu'il survive à une transition d'un média à un autre. Bien entendu, cette flexibilité accroît également le risque de mutation. On pourrait penser que les mèmes restent en sommeil lorsqu'ils sont dans des vecteurs, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Avec l'avènement de la télévision et de types de médias plus interactifs, sans parler d'Internet, les mèmes ont la possibilité de façonner leur vecteur au point que le média devient le message. Pour paraphraser Mcluhan, les diverses cyber-églises qui n'existent que sur Internet et prêchent la technosophie, qui vise à favoriser une appréciation spirituelle de la technologie, en sont un exemple. Wright, 1996. 2.5. Résumé du modèle. Pour rester performant et se reproduire, le mème doit accomplir le cycle décrit encore et encore, de préférence avec le moins de mutations possible, à moins que la mutation ne soit l'une de ses caractéristiques particulières, comme dans l'exemple des légendes urbaines, ci-dessous. Le mème mourra s'il est incapable d'achever le cycle. Notre ambition, en rédigeant cet article, a été d'analyser les obstacles et les épreuves auxquels le mème doit faire face dans son cycle de vie, et de comprendre son fonctionnement. Le résultat est résumé dans la figure 2. Pour montrer comment ce cycle s'applique dans la vie réelle, nous allons maintenant terminer cette étude en analysant 3 différents mèmes ou complexes de mèmes bien connus. Pendant la lecture des exemples, utilisez la figure 2 comme outil pour voir les différentes phases. 3 exemples éclairants. 3.1. Le mème Kilroy War Kilroy était là. Ce mème est né pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'inspecteur des Kejam, J. Kilroy de Quincy, dans le Massachusetts, a utilisé le slogan Kilroy était là pour marquer les produits qu'il avait testés et approuvés. Les produits marqués sont apparus sur de nombreux champs de bataille, et la signature qui semblait apparaître un peu partout a attiré l'attention de nombreux soldats, qui ont commencé à la copier sur à peu près n'importe quelle surface inscriptible. 1950. Il est fort probable que d'autres personnes aient été intriguées par le slogan qui apparaissait dans des endroits improbables, et qu'elles l'aient copié pour propager le mythe. Si le mème s'est bien répandu pendant plusieurs décennies, il a fini par disparaître dans sa forme active. Il semble y avoir plusieurs raisons à cela. Concurrence d'autres formes de graffiti, avec des liens plus forts avec les sous-cultures. Le vieillissement de la population la plus infectée, comme la tendance à gribouiller des graffitis dépend fortement de l'âge. Il semble probable qu'en vieillissant, la cohorte d'origine n'ait pas reproduit le mème aussi souvent qu'avant, et que le contexte original se soit progressivement perdu. Un manque de nouveauté. Pratiquement tout le monde a été exposé au mème, mais une partie de son attrait était l'effet de surprise d'un gribouillage bien placé. Kilroy était ici. Une fois qu'il a été vu et compris suffisamment, la nouveauté s'estompe. Un peu paradoxalement, le métamème de la connaissance du mème Kilroy empêche la propagation du mème Kilroy, ce qui en fait un contre-mème du mème Kilroy. C'est pourquoi aujourd'hui, un si grand nombre de personnes ont des connaissances sur le mème, c'est-à-dire le niveau métamétique, sans être infectés par le mème original. Sinon, il serait toujours affiché sur les murs de la ville. 3.1.1. Propriété du mème. Kilroy War est extrêmement bien adapté à la phase de transmission, où il est encodé dans un vecteur de graffiti. Il est très facile à reproduire et, en raison de sa brièveté, la fidélité de la copie peut être très élevée. Sa décodabilité est également élevée, car après la Seconde Guerre mondiale, l'anglais est devenu une langue à franc A dans une grande partie du monde et a acquis un certain statut. Le mème a été diffusé par des hôtes anglophones, et aurait donc tendance à se retrouver dans des régions où l'anglais était compris au moins par une partie de la population. La survie des graffitis est très variable, mais de par leur nature, ils sont semi-permanents et destinés à être très visibles, ce qui garantit que davantage d'autres potentiels les remarqueront. Il n'est pas certain que Kilroy War puisse être abstrait. Dans sa forme originale, le vecteur graffiti faisait partie intégrante du mème et était crucial pour indiquer qu'il devait être reproduit. Des variantes sont apparues par la suite, comme une figure de dessin animé et des autocollants, mais elles ne semblent pas avoir été aussi fertiles, principalement parce qu'elles étaient plus difficiles à copier. Le lien intime du mème avec son vecteur, par exemple les murs, le rendait peu apte à survivre dans d'autres médias. En outre,
le mème était très sensible aux mutations. Il suffisait de modifier l'une de ses plus petites parties, une lettre, pour endommager sérieusement le mème. Il est très utile de comprendre cette phrase, c'est-à-dire de savoir ce que les mots anglais signifient ensemble. Le problème du décodage de la phrase est assez facile, mais il est plus difficile de décoder ce qu'elle signifie vraiment. C'est probablement l'une de ses forces. On peut trouver sa propre explication de sa signification. De plus, il est petit et simple. Pendant une période où le mème est populaire, l'hôte a également de multiples occasions d'essayer de le décoder. Puisque le mème est dépourvu de signification évidente, il est difficile de le contredire. Il ne devrait donc pas y avoir de défense active contre le mème. Le fait qu'il n'ait pas de sens peut également susciter des pensées vagabondes sur le mème, et l'élaboration active est liée à une meilleure mémorisation. Qu'est-ce qui a motivé les gens à diffuser le mème Kilroy était ici? Il n'y a jamais eu de contact direct d'hôte à hôte dans le cas de ce mème. Cela signifie qu'aucun hôte n'a reçu un retour positif direct, ce qui est un puissant stimulant de la reproduction. Et le mème n'était accompagné d'aucune accroche évidente. C'est l'un des grands mystères des mèmes. Peut-être était-ce une motivation suffisante pour diffuser le mème, pour faire partie du mystère, et aussi, au début, pour partager la plaisanterie sur l'identité de ce personnage de Kilroy dont on parlait tant. L'animatrice a ainsi créé un lien avec une communauté d'auteurs de Kilroy, qu'elle ne rencontrerait jamais pour la plupart, mais à laquelle elle pouvait néanmoins appartenir. Ce sentiment d'appartenance a peut-être servi d'accroche pour motiver la diffusion consciente du mème. Le seul moyen pour les auteurs de Kilroy de confirmer qu'il y en avait d'autres était le feedback indirect. Mais c'est aussi le but. Les auteurs de Kilroy sont devenus invisibles, même les uns devant les autres, de sorte que le mème semblait vivre sa propre vie en se reproduisant mystérieusement sur les murs et que les auteurs eux-mêmes pouvaient se sentir comme des membres privilégiés d'une confrérie mystérieuse. 3.2 Légendes urbaines. Les légendes urbaines ont été décrites, FAQ-alt.folklore.urban, comme des histoires qui apparaissent mystérieusement et se répandent spontanément sous diverses formes. Contient des éléments d'humour ou d'horreur. L'horreur punit souvent quelqu'un qui fait fi des conventions de la société. C'est une bonne façon de raconter une histoire. La première propriété suggère qu'il s'agit de mèmes, capables de muter et de se propager sans lien avec le créateur original. Bien que certaines légendes urbaines attribuent l'histoire à une autorité compétente pour gagner une certaine crédibilité. Confé, Gross, 1996. La deuxième propriété et la troisième expliquent en partie pourquoi elles sont reproduites. Elles répondent à un besoin psychologique de divertissement, d'émotion, de renforcement des attitudes et d'attention pour le conteur. Les liens entre les contes traditionnels, les légendes urbaines, les mémoras, 3, et les rumeurs ont fait l'objet de nombreuses discussions. En général, les légendes urbaines sont des histoires apparemment réalistes mais qui ont en fait un contenu stylisé, avec une intrigue simple qui est souvent très visuelle et facile à mémoriser et à raconter. Afklintberg 1978. Page 154. Cela contraste avec les rumeurs, qui sont courtes, souvent une simple déclaration accompagnée d'informations supplémentaires, et manquent de structure épique. Les légendes urbaines et les rumeurs peuvent être considérées comme des moyens de diffuser des informations dans des situations où il n'y a pas d'informations officielles et en relâchant la tension de l'incertitude sociale. Mullen 1972. Il est probable que les rumeurs se transforment en légendes urbaines. L'étude classique Toxicology of Rumor d'Alport et Postman, 1947, suggère qu'une rumeur devient plus stylisée au cours de sa propagation. Cela peut être en partie le résultat du dispositif expérimental, qui est basé sur une propagation unilinéaire. Dans une propagation collective, des variations ont tendance à apparaître. Peterson et Gist 1951. Ces résultats sont prédits par la théorie mémétique. Dans une situation de propagation unilinéaire, seule la capacité de transmission sera pertinente, puisque le nombre d'hôtes est faible, tandis que dans une situation collective, le nombre accru de transmission entraînera également des mutations et des variations. Lorsqu'une rumeur ou un mémorandum atteint une bonne forme épique en raison d'une mutation ou d'un changement délibéré, sa diffusion sera fortement améliorée et il deviendra un mythe urbain qui se répandra rapidement. 3.2.1 Propriété du mème. Les légendes urbaines sont généralement transmises par tradition orale. Des légendes différentes se développent dans des groupes sociaux différents. La fréquence de mutation est assez élevée en raison de la propagation orale, mais cela est contrebalancé par des intrigues relativement simples et fortes qui peuvent être élaborées de diverses manières, souvent basées sur des sujets très intéressants comme le sexe, la mort, le surnaturel et la gêne. Ces sujets tendent tous à favoriser l'intérêt des auditeurs et donc la reproduction. Pour être accepté comme autre chose qu'une plaisanterie ou une histoire d'horreur pure,
Les légendes doivent avoir une certaine mesure de plausibilité, celle-ci est souvent fournie par la référence à des personnes et des institutions apparemment réelles. Gross 1996, l'histoire montre que les personnes impliquées sont des personnes normales ou un véritable ami d'un ami étendant ainsi indirectement la crédibilité du conteur à la source présumée. Une autre raison d'accepter ou de se souvenir de l'histoire est de l'entendre de plusieurs sources indépendantes. Cela semble confirmer sa véracité, et les incohérences mineures peuvent être expliquées comme étant des erreurs de narration. La théorie mémétique prédit que les légendes qui s'intègrent bien dans les schémas sociaux et les attitudes de leurs hôtes auront une meilleure adéquation que les légendes qui ne s'y conforment pas, ce qui semble être confirmé par les changements qui se produisent dans les légendes urbaines au fil du temps. Certaines légendes urbaines ont survécu pendant plusieurs décennies, se transformant pour s'adapter aux changements d'attitudes populaires ou de société. Les mythes sur des personnes droguées dans les métros impliquaient à l'origine la traite des blanches, mais aujourd'hui, ils mettent en garde contre les dealers qui cherchent à rendre davantage de personnes dépendantes des drogues. Bentaf Klintberg fait remarquer, 1978, page 153, qu'il est possible de classer partiellement les mythes urbains en fonction de leur mode de diffusion. Beaucoup d'entre eux se propagent de la manière caractéristique des rumeurs. Une propagation exponentielle jusqu'à saturation suivie d'un retour en arrière, parfois causée par un démenti officiel. La même rumeur ou le même mythe urbain peut se répéter dans d'autres endroits avec un mode de propagation similaire. Dans un nombre surprenant de cas, les journaux servent de vecteurs. Notez la similitude avec les épidémies. Ces mythes urbains traitent souvent de choses liées à la vie de l'auditeur, quelque chose qu'il pourrait vivre. Mais il existe aussi des légendes urbaines qui se propagent de manière moins explosive. Leur contenu est moins susceptible d'être vécu par l'auditeur, et elles sont racontées plus comme un divertissement que comme des événements réels. Les histoires d'horreur racontées par les adolescents en sont un exemple typique. Af Klintberg 1978, page 181. Pour survivre sur le plan mnésique, les légendes n'ont pas besoin d'être crues, puisqu'elles fournissent d'autres incitations à être racontées. Mais si le conteur croit en la légende, sa diffusion et sa crédibilité seront renforcées et elle peut être motivée même si elle n'a pas de valeur de divertissement évidente. Cela peut expliquer la différence entre les légendes à diffusion rapide et celles à diffusion lente. Un autre facteur important est que les légendes crédibles impliquent beaucoup plus les auditeurs en suggérant qu'ils pourraient être les victimes de l'histoire. Dans le cas de dangers potentiels, comme les histoires de rats dans la pizza, il y a une incitation à se souvenir du danger et à transmettre la connaissance. 3.3. Christianisme. Les religions représentent certains des complexes de même les plus puissants et les plus élaborés qui existent aujourd'hui. Elles ont évolué au cours des millénaires en d'innombrables variantes et ont coévolué avec les cultures. Faire une analyse mémétique complète d'une seule religion dépasse le cadre de cet article. Aussi, par nécessité, la discussion qui suit sera plutôt générale. Les religions ont tendance à se composer de quelques mêmes fondamentaux. Dans le cas du christianisme, la croyance en Dieu et le salut par le Christ, entouré de mêmes doctrinaires symbiotiques, comment atteindre le salut, les systèmes éthiques, la cosmologie, puis d'un immense nuage de mêmes connexes, histoire religieuse, doctrine, interprétation. Ces mêmes forment un ensemble symbiotique, les mêmes centraux ont besoin des mêmes symbiotiques pour fournir des hameçons et des appâts. Et les mêmes symbiotiques se renforcent mutuellement et sont légitimés par les mêmes centraux. 3.3.1. Propriété du même. Le complexe de même du christianisme a été transmis tout au long de l'histoire sous une multitude de formes. Histoire orale, livre et art, exemple et éducation. En raison de sa complexité, la transmission prend du temps et est étroitement liée à la compréhension culturelle. Cela nécessite un effort relativement concentré pour transmettre le complexe. Mission, ou pour le répandre par diffusion culturelle et imitation, éducation. Une situation de diffusion fréquente est celle où un enfant est élevé dans un foyer chrétien. Le complexe de même chrétien est présenté comme la vérité sur le fonctionnement du monde. Les variantes du même ont augmenté leur fitness en encourageant un taux élevé de reproduction et de transmission culturelle. Lynch 1996. La plupart des grandes religions reposent sur une transmission active. Un ou plusieurs hôtes soutiennent activement la diffusion du même, souvent de manière interactive et délibérée. Les méthodes efficaces de mission ont coévolué avec la religion et la situation. Les meilleurs missionnaires ont gagné le plus de convertis, parmi lesquels se trouvait la prochaine génération de missionnaires et d'enseignants missionnaires, qui apprendraient et diffuseraient certaines de leurs meilleures méthodes. Classiquement, le christianisme a utilisé l'appât du salut, la libération de la peur, le bonheur et la prospérité personnelle, l'épanouissement spirituel,
la vie éternelle ou l'union avec Dieu ont tous été promus à divers moments, combinés à la menace de la damnation pour susciter l'intérêt et l'infection. Il ne s'agit toutefois que de la pas explicite. Il semble probable que de nombreux mouvements chrétiens ont été propagés par des facteurs implicites tels que le sentiment d'appartenance, la conformité sociale et une vision cohérente du monde. Il convient de noter que les appâts et les menaces sont principalement basés sur les mêmes symbiotiques et non sur les mêmes centraux du complexe, ce qui signifie que leur prévalence relative peut changer pour s'adapter à la situation. Par exemple, le rapport entre les menaces du feu de l'enfer et les appâts du salut utilisés dans les sermons, ou qu'ils peuvent évoluer tout en laissant les mêmes centraux inchangés. Les religions sont souvent meilleures que d'autres complexes d'eux-mêmes, comme la science, pour expliquer le fonctionnement du monde à un niveau émotionnel. Elles fournissent des réponses aux questions existentielles qui sont émotionnellement attrayantes, créant ainsi un modèle de monde satisfaisant, qui devient ensuite intellectuellement satisfaisant indépendamment de sa cohérence en raison de la dissonance cognitive. Comme les religions tentent rarement de se prouver empiriquement, elles ne peuvent être réfutées, ce qui contribue à leur stabilité. Une religion peut se répandre indépendamment de la véracité ou de la fausseté de ses affirmations. Le même christianisme contient toute une vision du monde et cherche à provoquer une accommodation dans les schémas de l'hôte infecté. Aucun autre même n'est autorisé à influencer la planification et le comportement de haut niveau. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Matthieu 24. Cet objectif est atteint en rejetant ces mêmes ou impulsions comme étant contraires à la volonté de Dieu, pécheur ou satanique. Comme toutes les autres grandes religions du monde, le christianisme a une mission forte. Elle existe à la fois en tant qu'ordre missionnaire explicite et sous la forme d'une accroche altruiste implicite. Voir la section sur les accroches et la motivation. Les chrétiens sont exhortés à donner le bon exemple aux autres, ce qui augmente également la probabilité d'une transmission par apprentissage social. 4. Conclusion. L'approche mémétique est un outil qui nous aide à comprendre certains aspects du comportement humain. Comme tous les outils, elle n'est pas nécessairement la meilleure solution à tout moment. C'est pourquoi nous nous équipons d'un grand nombre d'instruments d'analyse psychologique différents, afin de pouvoir choisir une approche efficace pour chaque contexte différent. Les détracteurs de la mémétique se plaignent du danger de tout transformer en mème et en mémétique, estimant que cela réduit en quelque sorte l'importance de l'esprit humain et place l'accent ailleurs. Si certains méméticiens ont tendance à tout expliquer en termes de mème, on pourrait en dire autant des chercheurs en psychanalyse, en sciences cognitives ou en sociobiologie. L'important est de se rendre compte que la psychologie est pleine de perspectives explicatives différentes plus ou moins adaptées, et que la mémétique n'est que l'une d'entre elles. Mais la mémétique permet souvent d'expliquer des structures cognitives très complexes et /obliques ou des phénomènes de psychologie sociale, comme le christianisme, d'une manière très générale, sans avoir à s'empêtrer dans un tissu de théories inutilement complexes. Avant de terminer notre article, nous allons vous informer de notre sous-objectif, jusqu'à présent secret, avec cet article. Notre intention est qu'à ce jour, en lisant ce texte, vous ayez été infecté par l'un des mèmes les plus forts de la planète, le métamème, c'est-à-dire le mème sur la théorie des mèmes. Nous espérons sincèrement que vous en parlerez à vos amis, oui, transmission et infection supplémentaires, ou que vous les laisserez lire ce document. Dans tous les cas, à moins que vous ne soyez porteur d'un vaccin très puissant, voire annexe, nous avons fait de vous un hôte, et vous n'avez même pas bronché. Vous devriez avoir de la chance que nous ne soyons pas après votre argent. Note de bas de page. 1. Il convient de noter que l'idée d'idées autoreproduites et de leur lutte évolutive avait déjà été évoquée dans les écrits de Russ Perry, 1965, et de J. Monod, 1970. 2. Il est intéressant de noter que l'histoire réelle est finalement devenue la base d'une légende urbaine commune, l'effet du centième singe. Une fois que 100 singes ont su comment laver leur nourriture, cette capacité s'est soudainement répandue parmi les singes, même en dehors de Koshima. Cette affirmation a été faite à l'origine dans le livre Lifetide de Lial Watson en 1979, où l'auteur a inventé l'histoire. Depuis lors, elle est devenue un mythe commun dans les mouvements pacifistes et environnementaux. Amundsen 1987. Comparez cela à la section sur l'évolution des légendes urbaines. 3. Histoire relatant des expériences personnelles réelles, qui sont interprétées par la tradition collective mais non pas l'intrigue fixe des légendes. Le terme a été introduit dans les années 1930 par C.W. von Sydow. Af Klintberg 1978, page 152.